Hello, je suis Idiara, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et en relations. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Be Inspired. Je te rappelle le principe de l'émission. Je partage avec toi le profil de personnes inspirantes qui te ressemblent et auxquelles tu vas donc pouvoir t'identifier. Ma démarche ici, à travers ces profils, c'est de pouvoir t'aider à améliorer et booster l'estime que tu as de toi-même, non seulement en t'identifiant à ces profils, mais aussi et surtout en découvrant leurs domaines d'activité qui vont pouvoir t'aider à faire ce travail. Comme j'aime le dire, l'estime que tu as de toi-même a un impact dans tous les aspects de ta vie. Il t'appartient donc de travailler, de faire le nécessaire pour faire de cela ta force. Accueillons maintenant l'invitée d'aujourd'hui. C'est une femme aux multiples tâches, c'est une femme évidemment inspirante. Accueillons Linda Taku. Bonjour Linda. Bonjour Idira. Comment tu vas? Je vais très bien. Super, super. Est-ce que tu peux te présenter, Linda? Déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie de participer à ton émission. Ça m'a fait très plaisir quand j'ai eu ta proposition. Et donc moi, je m'appelle Linda Taku, je suis sage-femme et sexologue. Et mon ambition est d'accompagner les personnes à vivre une sexualité épanouie, la sexualité qui leur correspond, toujours dans le respect de leurs limites et aussi dans le respect de ce que leur corps et le corps de leur partenaire aiment. Donc ça, c'est vraiment l'ambition que je porte avec mon activité. Et dans mon activité, justement, j'accompagne des personnes qui démarrent leur vie sexuelle et qui font face à des problématiques telles que la méconnaissance de leur corps, qui ont besoin d'avoir des repères, d'avoir des outils d'être aiguillés pour que le démarrage de leur vie sexuelle se passe au mieux. J'accompagne également des couples, des hommes et des femmes qui rencontrent des difficultés dans leur intimité sexuelle. Ça peut être des troubles de la libido, ça peut être des troubles de l'orgasme, ça peut être des troubles de l'éjaculation, ou différents autres troubles. Et à travers mes consultations, mes formations, je les aide à passer ces troubles-là, je les aide à avoir les clés, les outils qu'ils ont besoin pour traverser différentes périodes de leur vie, comme par exemple pendant la grossesse, après l'accouchement. Et vraiment le but, c'est qu'ils puissent avoir les outils pour se réapproprier totalement les aspects de leur sexualité. Et également, je forme des personnes, des groupes d'hommes et de femmes, bien sûr avec beaucoup de décontraction et de l'humour. Il en faut pour parler d'un sujet aussi sérieux avec de la légèreté. Donc je les forme sur différentes thématiques telles que la connaissance de son corps, la notion de consentement, savoir poser ses limites, savoir dire non, savoir dire oui aussi. Je les forme également sur des thématiques comme par exemple comment nourrir le désir dans le couple, comment réussir à ouvrir le dialogue, comment trouver les outils, les astuces pour jouer, pour prendre du plaisir ensemble, et surtout comment se réapproprier nos corps. Et tout ça vraiment je le fais pour que déjà chacun, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, soit vraiment conscient de la puissance qu'ils ont en eux, de cette capacité qu'ils ont, non seulement notre capacité érotique, notre capacité reproductive, encore plus les femmes qui ont ce potentiel énorme de pouvoir porter la vie. Donc voilà ce que je fais avec mon activité, que je développe aujourd'hui principalement en ligne, parce que c'est innovant, pas qu'il faut innover, mais on est dans l'ère où tout le monde innove, où tout le monde fait des trucs un peu spéciaux. Donc je me suis lancée dans le bain, dans le challenge de pouvoir développer cette activité totalement en ligne, de manière à pouvoir toucher un plus large public, de ne pas être juste restreint à une zone géographique, mais de pouvoir porter le message que j'ai apporté à un plus grand nombre de personnes, et aussi de manière à pouvoir donner la possibilité aux personnes qui se trouvent dans différents coins du monde de pouvoir être touchées par ce message-là et de venir consulter ou se former. D'accord. Waouh. Effectivement, tu fais énormément de choses. Et donc, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, on va parler de sexualité saine, de sexualité épanouie. Et évidemment, on va surtout parler de la sexualité féminine. Linda, étant donné le domaine dans lequel tu es, je pense que dans ton domaine, l'estime de soi doit avoir une certaine place. Selon toi, quelle est ta définition de l'estime de soi? Alors, pour moi, la définition de l'estime de soi, c'est la capacité à s'aimer inconditionnellement. D'accord. Voilà.
Pas juste s'aimer quand on estime qu'on a réussi, ou alors pas juste s'aimer quand on estime qu'on fait telle chose bien, mais aussi s'aimer avec nos faiblesses, avec nos vulnérabilités. C'est aussi ça qui fait qu'on est humain. Et pour moi, c'est ça la première définition. L'estime de soi, c'est l'amour inconditionnel que je me porte en toutes circonstances et qui fait que, quels que soient les aspects de ma vie, je peux être... j'ai cette confiance, j'ai cette capacité de pouvoir dire je vais réussir avec qui je suis, sans vouloir être quelqu'un d'autre. Et je vais également être capable d'avoir énormément d'indulgence envers moi. Je fais de mon mieux, et c'est ok. J'aime beaucoup ta définition avec des mots forts comme le fait de s'aimer, le fait de s'accepter et le fait d'être indulgente envers toi-même. Franchement, je trouve que ça regroupe effectivement bien la définition de l'estime de soi et c'est une très très belle définition. Ma question maintenant, c'est celle-ci. Tu es à l'origine de plusieurs projets, des projets très ambitieux d'ailleurs. Et je dirais même que tes projets sont d'utilité publique parce que oui, je trouve que ce sont des sujets qui sont très importants, qui nous touchent tous, qui nous impactent tous, mais dont on a tendance à très souvent les taire en fait. Le projet que tu viens de nous expliquer, est-ce que c'est principalement de ce projet-là dont tu parlais en début d'émission qui du coup accompagne à travers la sexualité? Ce projet-là s'expliquer, parle-nous-en et comment est-ce que ce projet-là est né en fait? Parle-nous de avant, est-ce que tu puisses le lancer et le partager avec nous? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, s'expliquer, c'est une très 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 longue histoire. Déjà, même réussir à trouver le nom, si je vous racontais, je pense que toute l'émission et des jours encore ne suffirait pas pour vous parler de comment est-ce qu'on en arrive là. Après, je vais peut-être parler des grandes lignes. Déjà, ça commence au fait que je suis devenue sexologue. Donc moi, j'ai fait mes études de sage-femme et je me rappelle à ma dernière année d'études de sage-femme, on avait une matière qu'on appelait sexologie. À l'époque, j'étais toute jeune, je pense que je devais avoir 21 ans, je me rappelle. J'ai démarré ma vie de femme et j'avais plein de questions que je me posais pour lesquelles je n'avais pas absolument de réponses. Et je n'avais pas de réponses ni dans l'éducation que j'avais reçue, ni dans les commentaires que je pouvais faire avec des amis. Et voilà. Et j'avais vraiment besoin d'avoir des réponses que je n'avais pas à travers tous ces canaux. Et donc en classe, quand on a eu ce cours de sexologie, je me dis mais c'est quoi cette matière? Et donc le premier cours, je me rappelle, on a vu les différentes formes d'hymen pendant le cours de sexologie. Et donc j'ai compris que déjà toutes les femmes n'avaient pas d'hymen et que certaines femmes pouvaient avoir des hymens complaisants, c'est-à-dire des hymens qui ont la capacité à se distendre sans se déchirer. Donc tout le mythe que j'avais dans ma tête de une femme lors d'un premier rapport sexuel, elle perd du sang, du coup elle est tombée à l'eau avec une explication scientifique. Et donc j'ai trouvé ça génial et après j'ai appris plein de choses pendant cette matière et j'ai dit non ça c'est trop bien, donc on enseigne ça à l'école, c'est ça que j'ai envie d'apprendre. Donc c'est comme ça en fait déjà que le fait d'étudier la sexologie m'a intéressée parce que dès la première leçon j'ai pu avoir des réponses que je me posais. Et après donc quand j'ai fini mes études de sage-femme, j'ai demandé à faire une spécialisation en sexologie. À l'époque la spécialisation n'était ouverte que pour les médecins, soit généralistes soit en cours de spécialisation. Et je me rappelle, j'étais allée voir le responsable du master qui était le chef du service d'urologie. Je me rappelle le professeur Nabil Miri. Et donc je lui ai parlé de mon projet en disant j'ai envie d'étudier ça. Il m'a dit ok, si tu es major de ta promotion, je t'ouvre spécialement l'accès à cette formation. D'accord. C'était mal me connaître. Hein. Il pensait qu'en me disant ça, c'était le bon plan pour me chasser. C'était très très mal me connaître. Donc ça a été la motivation et donc j'ai fini mes études. J'étais major de ma promo et donc je suis venue lui apporter une leçon en disant je suis major de ma promo et donc c'est comme ça qu'il m'a accepté à la formation et c'est comme ça que j'ai fait 2 années de spécialisation en sexologie. D'accord. À la fac de médecine. Et après, j'avais les compétences, mais la sexologie que j'avais étudiée, c'était de la sexologie clinique. C'était vraiment très orienté sur la prise en charge des patients qui avaient déjà parfois une difficulté ailleurs. Par exemple, dans la formation, on avait des urologues, des gynécologues, des psychiatres, des pédopsychiatres, des médecins généralistes. Donc c'était très souvent des patients qui venaient consulter pour une autre pathologie et donc on faisait un interrogatoire sur leur sexualité et cet interrogatoire permettait d'avoir également un diagnostic sur les difficultés sexuelles qu'ils pouvaient avoir. Donc c'était bien, c'était beaucoup de clinique, beaucoup de pédopsychiatrie, beaucoup d'éducation sexuelle, mais
C'était dans le domaine médical, c'est voilà, ça? c'était très médical et surtout, je pense qu'il manquait l'aspect aujourd'hui que j'ai, c'est l'aspect expérimentation. Okay. Voilà. Et donc j'ai laissé le temps, voilà, j'ai vécu ma vie, je continue à vivre ma vie, donc je me suis laissé le temps d'expérimenter déjà des choses par moi-même et aussi de me former parce que la sexualité, ça touche notre intimité en fait, ça touche qui on est et parfois ça demande qu'on aille dans notre vulnérabilité. Tout à fait. Et on n'est toujours pas prêt en fait à y aller. C'est d'ailleurs pour ça que le sujet est tellement tabou, ou c'est aussi pour ça que le sujet, on n'en parle pas, on est dans la peur aussi, mais pourtant on le vit, hein, pourtant tout le monde a une sexualité. Quand on ferme les portes et les chambres, on sait ce que les gens font sur la couette. Mais ça reste vraiment dans ce secret-là. Et surtout quand les gens ont des difficultés, ils n'osent pas en parler parce que ça les touche eux. Ça touche qui ils sont, ça touche, comme tu as dit, leur estime d'eux-mêmes, ça touche leurs valeurs, ça touche leurs croyances. Et ça, les gens ne sont toujours pas prêts à y aller. Et ça, par contre, je n'avais pas appris à l'école parce que j'étais sur la clinique. Et ça, ce sont des choses que j'ai appris déjà en expérimentant, mais surtout en me formant différemment, en faisant des stages, des formations qui m'ont justement permis d'aller dans cet aspect-là de l'intime, du particulier, de chaque personne à une sexualité qui est différente d'une autre, ainsi de suite. Et donc justement à la suite d'un des stages, comment est venu s'expliquer, on avait fait c'était un stage où il n'y avait que des femmes et donc on avait fait un atelier entre femmes et donc les femmes posaient des questions et donc je répondais spontanément. C'était des questions sur leur corps, sur les règles, sur leur utérus, sur la naissance. Et donc je répondais spontanément et c'était super content. Je disais, mais Linda, tu devrais faire un de tes ateliers pour apprendre aux femmes si, ou bien pour apprendre aux hommes comment fonctionne leur corps, parce que ça, ce sont des connaissances que j'avais du fait de mes connaissances médicales et de mon exercice clinique aussi. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et c'est comme ça que l'idée m'est restée dans la tête. Ça a cheminé. Et puis un an après, j'ai organisé mon premier atelier de sexologie avec des copines. Avec qui on se rencontrait chaque mois. Et donc j'ai dit, bon, ok, c'est moi qui organise l'activité. Et l'activité, ce sera un atelier de sexologie. Et donc j'ai préparé l'atelier et c'était super contente. Déjà le premier atelier, je me rappelle, je leur demandais de décrire ce qu'il y a entre leurs jambes. Et j'étais très agréablement, désagréablement surpris de voir ce que les femmes pensaient qu'elles avaient entre leurs jambes. Bon, je vous épargne les détails. C'est comme ça que le projet est parti. Donc, à la base, le projet, c'était les ateliers de sexologie. Et l'idée, c'était de voir les gens quand ils rentrent du travail, de se donner 1 heure ou 2 heures, ou peut-être un samedi où je vais animer un atelier de sexologie pour apprendre aux gens à bien connaître leur corps. C'était vraiment ça la base. C'est toujours ça la base pour aller après dans d'autres domaines, passer à d'autres étapes, c'est la base. Et donc j'ai commencé à travailler sur le projet, j'ai commencé à brainstormer dessus, à voir comment l'appeler, j'ai commencé à déjà trouver un lieu pour pouvoir animer les ateliers, j'avais commencé à en parler et le Covid est venu, on va dire, magnifier tout ça. Voilà, parce que je prends les choses du bon côté. Et donc finalement, j'ai développé l'activité totalement en ligne, alors qu'à la base, c'était prévu que ce soit des ateliers physiques. Et le Covid a permis que ce soit plutôt en ligne. Et voilà comment s'expliquer est arrivé. Et ben, c'est tout un cheminement. Donc en fait, il y a eu l'idée, on t'en a parlé, tu as laissé le temps faire, tu t'es formé. Et puis à un moment, tu t'es lancé quand les conditions n'étaient pas entre guillemets les meilleures. Et puis tu es quand même parti. Et tu as, en fait, mine de rien, il y a quand même eu un moment avec tes copines, en stage avec tes copines, où tu cibles un besoin. Où tu te dis, là j'ai quelque chose à apporter du coup. Exactement. Ok, moi c'est top. En tout cas, comme je t'ai dit, moi je suis ton travail et j'apprécie vraiment ce que tu fais. Et je trouve que c'est vraiment une thématique qui est très importante. Maintenant, dis-moi, avec s'expliquer, toi en tant que sexologue, qu'est-ce que tu partages avec ces femmes-là qui apportent un changement auprès de leur vision de la sexualité ou leur manière de vivre la sexualité ou d'accepter la sexualité? Et surtout, en quoi est-ce que c'est important en fait? Alors, les gens que j'ai en consultation et aussi en formation, la première chose en fait que je leur apprends, c'est déjà la réappropriation de leur corps. D'accord. Parce que pour beaucoup, on marche en fait avec un corps sans vraiment être conscient de notre corps, sans vraiment être conscient du potentiel de notre corps.
Et cela vient de plusieurs facteurs. Il y a le fait déjà que dans notre vie quotidienne, on est tellement occupé, on court tellement, après tellement de choses que les choses simples, les choses qui sont essentielles, on passe à côté. Voilà. Il y a aussi un facteur lié à l'éducation. D'accord. Dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'on a appris consciemment ou inconsciemment en disant c'est mal, c'est bien, c'est mal, c'est bien. Et donc parfois ça nous bloque, ça crée beaucoup de blocages chez certains. Ouais. Peut-être c'était mal à une époque et maintenant ce n'est plus valable, mais les gens sont restés dans, voilà, dans leur tête ou dans leur corps à une certaine époque de leur vie. Oui. Donc le travail que je fais avec elles, c'est justement les ramener à qui est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui est juste pour elles maintenant. Okay. Et donc je fais ce travail de réappropriation de son corps et ça change pour les personnes que j'ai en consultation, c'est la première chose que je fais. Et pour certains déjà 70% de leurs problèmes est réglé, le fait de se réapproprier son corps. Et donc ça c'est ce que je fais. En consultation aussi, en fonction des problématiques que les gens m'ont posées, très souvent c'est des difficultés liées au désir, à la baisse de la libido, donc l'envie de vouloir partager une intimité sexuelle avec quelqu'un. Donc je travaille avec elles pour comprendre déjà d'où est-ce que ça vient, pour essayer de les faire comprendre comment fonctionne leur désir, qu'est-ce qui peut le nourrir, qu'est-ce qui le tue, et ainsi de suite. C'est ce que je fais aussi en consultation. Les difficultés aussi que les gens me posent aussi très souvent pour les hommes, c'est principalement les difficultés liées à leur érection et leur éjaculation. D'accord. Le reste du monde, c'est pas leur problème, c'est juste ça le problème. Ok. Ce n'est que ça. Du coup, Linda, donc ma question c'était celle-ci. Étant donné que, comme tu l'as dit, l'homme et la femme ont une sexualité différente, en quoi est-ce que la sexualité de la femme est spécifique et en quoi est-ce que c'est important de prendre en compte cette spécificité-là en fait? Très bonne question. Déjà, c'est pas moi qui fais ces différences-là, parce que c'est physiologique. D'accord. Okay. Un homme a des organes génitaux différents de ceux de la femme. Je ne vais pas faire ici un cours d'anatomie, par exemple, c'est censuré par YouTube. Donc déjà, on est différents à ce niveau-là. Et justement, je veux vraiment rester sur cette différence anatomique pour permettre de comprendre d'autres choses. D'accord. Le sexe de l'homme, il est exposé, tandis que le sexe de la femme, il est intérieur. Il est capable d'accueillir et de s'adapter. Et donc, ça fait donc que, également, dans la sexualité, et aussi, en plus de l'éducation que les deux vont recevoir, puisque dans certaines éducations, c'est encore le cas, notamment du pays d'où je viens, qui est le Cameroun. Il y a beaucoup de parents qui font encore cette distinction en termes d'éducation, dans le sens où les femmes, ou l'éducation des filles, elles sont un peu plus dans la réserve. Elles apprennent à être beaucoup plus dans la réserve, dans la retenue, alors que les hommes, ils sont beaucoup plus dans l'expression, dans l'audace. D'ailleurs, on trouve même très bien quand ils osent, quand ils réussissent à avoir plusieurs conquêtes et tout, tandis que la femme, on aimerait bien qu'elle se préserve, qu'elle se garde. Voilà. Et donc, dans l'expression de la sexualité, je vais parler de la sexualité englobe tous ces éléments-là dans l'expression de leur comportement sexuel. Les hommes vont beaucoup plus avoir la capacité, parce qu'ils l'ont acquise aussi avec leur éducation, avec les choses qu'ils ont pu faire, ils vont beaucoup plus avoir la capacité à aller demander ce dont ils ont besoin, à aller chercher ce dont ils ont besoin. Tandis que les filles vont être beaucoup plus dans la retenue, dans l'attente. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Voilà déjà par exemple une des spécificités qui en même temps vient de notre anatomie qui est différente, mais aussi de l'éducation. De ce que je ne vais pas parler de toutes les éducations parce que je n'ai pas vécu dans tous les pays du monde, je sais qu'il y a des choses qui se passent différemment, mais d'où je viens et de ce que j'ai vécu, voilà par exemple une des premières grosses différences. Et donc dans l'acte sexuel, dans l'intimité, certaines femmes vont avoir tendance déjà à ne pas connaître déjà ce dont elles ont besoin, et donc à ne pas le demander. Tandis que l'homme, non. Il va aller chercher ce dont il a besoin. De toute manière, on est là pour se faire plaisir. Donc si chacun ne dit pas ce qui lui fait plaisir. Et du coup, à travers ton travail de sexologue et à travers s'expliquer, ta démarche, du coup, c'est d'apprendre à ces femmes-là
après s'être réapproprié leur corps, accepter leur corps, d'apprendre à du coup, pouvoir identifier ce qui leur fait du bien et d'apprendre à l'exprimer, à le demander. À demander, je demandez ce qui vous fait plaisir et recevez aussi ce qui vous fait plaisir. Parce qu'il y a la capacité à pouvoir demander, mais aussi la capacité à pouvoir recevoir. Et je rencontre des femmes qui ont peur de demander et qui n'osent pas demander. Ou alors, même quand elles reçoivent, elles ont même peur de recevoir en disant c'est trop bon, mais est-ce que c'est normal que c'est trop bon comme ça? Ou alors, qui se font des idées, ou alors qui se prêtent des comportements parce qu'elles n'ont pas l'habitude en fait, finalement. Parce qu'on ne les a pas éduquées à ça, ou parce qu'elles trouvent que... Donc finalement, c'est tout un travail en fait d'accepter sa sexualité, d'apprendre à la connaître, de l'accepter, de la vivre et surtout, même quand on te donne, du coup, d'apprendre à la recevoir. Ok, d'accord. Maintenant qu'on a compris ça, quel est le lien du coup entre la sexualité et l'estime de soi? Vraiment, c'est quoi le lien entre les deux? Alors, ou quel est l'impact de l'un sur l'autre? Ainsi de suite. En tout cas, c'est sûr que quelqu'un qui a de l'estime pour lui-même aura beaucoup plus de facilité à avoir une sexualité épanouie. Parce que quand tu as de l'estime de toi, tu t'aimes inconditionnellement, tu t'acceptes, tu es indulgent envers toi. Tout à fait. Et dans ta sexualité, donc tu t'aimes quand on aime quelqu'un, ou même quand on s'aime, on donne à la personne ce dont la personne a besoin, ce dont la personne a besoin. Dans ta sexualité, tu vas te donner ce qui te fait plaisir, tu vas aller demander ce qui te fait plaisir. D'accord. Quand on a l'estime de soi, on s'accepte tel qu'on est, mais dans ta sexualité également, tu vas accepter tes formes, ton corps, tu vas avoir confiance, tu vas être assez à l'aise pour pouvoir le regarder, pour pouvoir le montrer, pour pouvoir accepter qu'il soit touché, voilà, parce que tu t'aimes, parce que tu t'apprécies. Et aussi dans l'indulgence, quand on a de l'estime pour soi, on est indulgent avec soi, et bien dans ton intimité sexuelle également, tu vas pas absolument être dans ce besoin de performance. De dire il faut que je fasse telle chose, telle position. Tu vas faire avec ce que tu as. Et c'est très bien. Ça, c'est très intimement lié. Et vice versa aussi. Des personnes, d'ailleurs c'est même c'est ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne. Comment aussi en ayant une sexualité épanouie, en retrouvant une sexualité épanouie, ils retrouvent l'estime d'eux-mêmes. Parce qu'ils retrouvent confiance en leur capacité à donner et à recevoir du plaisir. Et c'est une capacité qui peut se transposer dans la vie. En disant je suis capable de faire ça. Ma prochaine question du coup c'est celle-ci. En tant que du coup sexologue, parle-nous de la notion de consentement. Qu'est-ce que c'est? Et surtout ce que j'aimerais... ce sur quoi j'aimerais après que tu arrives à t'exprimer, c'est sur le rapport entre le consentement et le respect de soi, surtout du coup pour une femme. La notion de consentement, c'est une notion qui est très très large et qui englobe beaucoup de choses. Et moi, dans la notion de consentement, je mets la première chose, c'est d'abord s'accepter. C'est accepter. Quand je consentis, ça veut dire je suis d'accord, je donne mon avis, je donne mon ok, je donne mon go. Et sauf que donner son oui, donner sa décision, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être écrit, ça peut être verbal, ça peut être non verbal. Voilà, ça peut s'intégrer dans un rituel, dans un code. Et tout ça, l'essentiel c'est que ce soit compris. D'accord, voilà. Et très souvent, c'est pas souvent bien compris. Parce que si les gens parlent des langages différents, si les gens utilisent des codes et des rituels différents, la notion de consentement n'est pas comprise de la même manière. Par rapport au consentement, pour moi, la première chose en fait à laquelle il faut consentir, à laquelle il faut dire oui, c'est d'abord à soi. Oui, à soi, en termes d'amour de soi, en termes d'estime de soi. En disant, je me dis d'abord oui, je me choisis, je me préfère, parce que je m'aime, parce que je me respecte. Moi, c'est la première personne, la base en fait du consentement, d'abord, c'est d'abord soi. Et donc, c'est ça qui va permettre, après, quand on va passer dans les autres étapes, de choisir en fonction de ce qui est toujours juste pour soi. Et quand on fait des choix qui sont justes pour nous, on se respecte. Et notre corps, tout notre être est content du fait qu'on se soit respecté. Et ça fait grandir l'estime qu'on a de nous-mêmes. Donc moi, voilà déjà la relation entre
consentement et estime de soi. Et tu as également parlé de consentement et respect. Pour moi, ce sont des choses qui sont, voilà, qui sont intimement liées, dans le sens où quand je me respecte, ça veut dire que je suis capable de faire ce qui est juste d'abord pour moi. D'accord. C'est-à-dire, s'il faut choisir entre des choses qui sont justes pour toi et pour moi, je choisis d'abord ce qui est juste pour moi. Si ce qui est juste pour moi va dans le même sens que ce qui est juste aussi pour toi, tant mieux, on se fait plaisir. Par contre, si ce qui est juste pour moi n'est pas juste pour toi, si à choisir, c'est moi. Et si ce qui est juste pour toi n'est pas juste pour moi, je ne dois pas aller dans ton sens uniquement. Donc c'est là qu'il y a vraiment une discussion, quelque chose à mettre en place pour essayer déjà de se comprendre et après de trouver ce qui nous convient. Mais surtout pas aller uniquement dans le sens de l'autre en ayant le sentiment qu'on ne se respecte pas, en ayant le sentiment qu'on fait juste pour faire plaisir à l'autre, parce que très souvent c'est ce qui se passe quand je parle principalement dans l'intimité sexuelle, où on fait des choses uniquement pour faire plaisir à l'autre, ça souvent les femmes, mais elles n'aiment pas vraiment, elles ne savent pas dire ça me plaît, ça ne me plaît pas, ou parfois on ne demande même pas leur avis et elles acceptent parce qu'elles ont toujours fait comme ça, ou alors même quand on demande leur avis, elles n'ont pas ni le courage, ni la force, ni l'assurance, ni assez d'estime d'elle-même pour dire ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je ne veux pas. Donc voilà, donc c'est tout un travail en fait d'apprendre en fait la notion de consentement. C'est vraiment apprendre la base, ça revient toujours au corps, apprendre déjà à s'aimer soi, apprendre déjà à se choisir. C'est-à-dire s'il fallait choisir entre 10 000 personnes, je commencerai d'abord par moi et le reste viendra par la suite. D'accord, ok. C'est vraiment très inspirant ce que tu partages là, parce que c'est vrai qu'il est très important, et c'est important dans beaucoup de domaines, mais surtout dans l'intimité sexuelle, c'est vraiment très très important. Dans son rapport à son corps et à sa sexualité, il est vraiment important de te respecter. Il est vraiment important que tu te passes en priorité. Parce que quand ce n'est pas fait, ça crée des blessures, n'est-ce pas Linda? Ça crée des blessures, des frustrations, voilà, ça crée des blocages, exactement, des aigreurs. Voilà, et ce n'est pas ce dans quoi tu as envie de tomber, parce qu'après, quand tu es frustré là, à ce niveau-là, ça a beaucoup d'impact dans plusieurs autres aspects de ta vie, ce n'est pas ce que tu souhaites. Donc respecte-toi, accepte-toi et fais de toi une priorité. Linda, ma prochaine question, c'est celle-ci. Tu aides beaucoup de femmes, toutes ces femmes-là, toutes ces personnes-là. Moi, j'aimerais que tu nous parles de leur retour. Après, qu'est-ce qu'elles te disent, ces femmes-là? En quels mots, qu'est-ce qu'elles partagent avec toi comme émotion après qu'elles aient suivi tes ateliers, après que tu les aies suivis en coaching personnalisé? Qu'est-ce qu'elles viennent te dire après? Alors, bon, c'est vrai que là on parle principalement des femmes, mais j'ai des hommes et des femmes que j'accompagne. Et la première chose qui me revient très souvent et que les gens apprécient dans le travail que je fais avec eux, c'est le fait qu'ils ne sont pas jugés. Voilà. Le fait qu'ils ne sont pas jugés, ils sont accueillis, ça fait partie des choses que je mets dans le cadre de notre travail. Ça fait qu'ils sont après beaucoup plus ouverts et beaucoup plus disposés à poser ce qui est lourd pour eux, mais aussi à apprendre à recevoir ce qui est bon pour eux, ce que je peux leur partager, parce qu'ils se sentent accueillis, ils ne sont pas jugés sur avec qui ils sont, donc on fait avec qui ils sont, c'est pas la sexualité de quelqu'un d'autre, c'est la leur. Donc, on trouve les solutions par rapport à ce qui les convient. D'accord, ok. Voilà. Donc, tu es une super sexologue en fait. Super sexologue, je ne sais pas. Bon. Si tu as ce genre de retour, ça veut dire que tu arrives à vraiment déjà dès le départ créer un environnement, ce qui est essentiel en plus déjà dans tous les domaines, mais surtout dans ce domaine-ci qui est aussi délicat. Voilà. Super important. Et en quoi est-ce qu'elles arrivent à te dire, à partager avec toi les changements que ça a eu vraiment de manière pragmatique dans leur vie? Est-ce qu'elle te dit oui et tout ça a changé parce que par rapport à ça, ou est-ce que du coup ça a pu avoir des changements dans cet aspect-là qui a eu un impact par rapport à une situation particulière par exemple? Alors il y a des changements qui sont pragmatiques là tout de suite. Quand on a vraiment eu le shift déjà dans son mindset, ou alors quand on a été débloqué de quelque chose qui nous bloquait depuis longtemps, par exemple
un traumatisme qu'on a vécu, un attouchement qu'on a vécu quand on était plus jeune, ou alors une relation où on a tellement aimé, mais où on n'a pas reçu autant. C'est aussi une des problématiques que beaucoup de personnes qui démarrent leur activité sexuelle me font comme retour, le fait qu'ils sentent qu'ils ont beaucoup donné et qu'ils ont moins reçu, et donc ils restent avec cette frustration-là. Et donc déjà dès la première séance où on travaille sur le corps, déjà il y a quelque chose qui commence à se rétablir. Et les gens me font ce retour en disant ouais, là ça me fait du bien. J'ai une cliente qui m'a dit dernièrement, là juste avec la première séance, j'ai 70% de mon problème qui était résolu. Puis c'est génial. Je dis c'est trop bien ma vie quoi. J'aide les gens, ils sont contents, je les aide à être bien, B-A-I-S-E, accent aigu, et en plus ils me payent pour ça, et en plus ils me disent merci, elle est pas belle la vie. Franchement magnifique. Ta vie est magnifique, en plus je suis heureuse de les voir heureux, donc voilà, c'est quelque chose qui me font comme retour. Et puis les retours aussi qu'ils font, voilà, sur la fin de l'accompagnement sur le long terme, c'est vraiment le fait que faire ce travail les a vraiment permis de retrouver confiance en eux. Wow. Je dis, mais comment est-ce qu'avec la sexualité ils peuvent retrouver confiance en eux? Puisqu'ils ont retrouvé confiance en leur capacité à donner et à recevoir du plaisir. Et donc tu dis, j'ai cette capacité en moi, c'est là, donc je peux la mobiliser à n'importe quel moment. Et quand tu as cette confiance, tu peux faire tellement d'autres choses. Et ça, c'est juste génial. D'accord. En résumé, avec des mots précis, tu peux nous dire du coup qu'est-ce qu'est une sexualité épanouie? Voilà, avec genre les mots qu'il faudrait vraiment intégrer pour se dire ok, même si effectivement j'intègre complètement le fait que chaque femme a sa singularité, ça c'est clair, mais je pense quand même qu'il y a toujours un socle à peu près pour chacune de nous. Après à nous de doser les ingrédients, mais du coup quels sont du coup les critères pour une sexualité épanouie? Pour moi, les critères pour une sexualité épanouie et qui correspondraient et qui serait le socle pour tout le monde, c'est une sexualité en fait qui nous correspond, qui correspond à qui on est, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à ce qu'on a envie, et surtout une sexualité où on se respecte soi, où on respecte l'autre et où on se sent respecté. Voilà, pour moi c'est ça. Après, même dans mes formations, je demande parfois aux personnes de noter eux-mêmes leurs critères d'épanouissement. Parce que pour moi, par exemple, pour être épanoui, il faut que je fasse, je sais pas, mes 2 heures, je sais pas, mes 2 heures de sport par jour. Quand je n'ai pas fait mes 2 heures de sport par jour, je ne me sens pas bien. Pour moi, ça fait partie de mon épanouissement. Ça c'est pour quelqu'un. Pour d'autres, il va dire, pour moi, pour que je sois épanoui, j'ai besoin, par exemple, de bien manger ou de bien faire cela. Donc, ces critères dépendent de chacun. Mais dans tous les cas, on sent que ce sont des personnes qui s'aiment, qui font ce qui est juste d'abord pour eux, et puis qui se respectent. Donc, ça veut dire, si quelqu'un il doit faire ses 2 heures de sport par jour, et qu'à l'heure de son sport, tu viens lui proposer quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il a envie, il va te dire non, je préfère d'abord faire mon sport, et après, peut-être que je ferai ce que tu me proposes après. Donc, pour moi, c'est ça. L'épanouissement, c'est toujours la base. Se respecter. Est-ce que je suis respectée? Est-ce que je fais quelque chose qui me correspond? Parce que quand on fait des choses qui ne nous correspondent pas, on sent très vite qu'on n'est pas à sa place. On sent qu'on fait des trucs pour ressembler aux autres. Ou on sent qu'on fait des trucs où on veut juste paraître. Ou on sent qu'on fait des trucs où ça ne colle pas vraiment. Où on va faire une fois et puis la deuxième fois, c'est pas ce qui nous correspond. D'accord. Donc vraiment dans ce qui nous correspond et se respecter. Super. J'ai retenu les valeurs, se respecter, un respect du coup qui doit être mutuel pour soi et par rapport à l'autre. Et du coup, à une correspondance et un équilibre entre tout ça, c'est ça? Ok, super. Ma prochaine question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on parle de sexualité seulement dans le cadre du couple? Non. Ok, donc dis-moi. Tout le monde a une sexualité. Depuis le jour où tu as une sexualité. Pourquoi? Parce qu'on est avec un corps qui est sexué, un corps qui est né de la sexualité de 2 personnes. Donc il y a 2 personnes qui ont décidé de se faire plaisir. Et après, il y a un spermatozoïde qui a été le champion, une ovule qui a été la championne, qui se sont rencontrés et qui ont fait un enfant. Waouh! La personne qu'on est. Donc on est tous d'une sexualité. On a une, parce qu'on a des organes génitaux, parce qu'on a un corps. Après, la manière dont notre sexualité va s'exprimer, elle va être différente à différents âges de la vie. À chaque âge de la vie, sa particularité, ses singularités. D'ailleurs, c'est très important de vivre
les spécificités et les singularités de chaque tranche d'âge de la vie. Parce que quand on les saute, ou alors quand elles sont bousillées, quand elles ont été traumatiques, tôt ou tard, ça nous rattrape. Très souvent à l'âge adulte, ça nous rattrape. Donc, on a tous une sexualité et à différents âges de la vie, ça va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. L'enfant qui a 2 ans, qui commence à toucher son zizi, c'est pour un garçon, ou qui est très curieux de savoir « Ah maman, c'est quoi ça? Ah maman, c'est quoi ça ?» C'est normal, il est en train de découvrir dans les sexualités, dans le mode découverte. Il n'a aucune arrière-pensée que les adultes peuvent avoir quand l'adulte vient regarder ton sexe et puis te dit c'est quoi ça? C'est avec un sourire, il a d'autres intentions, ce qui n'est pas du tout le cas chez l'enfant. L'adolescent qui a 14 ans, 15 ans, qui commence à s'attacher à une copine, à une copain qui dit à une copine, enfin les adultes peuvent être en panique. Ce n'est pas du tout la même chose que voilà, un adulte qui a 30, 35 ans qui dit qu'il a une copine. Donc voilà, on vit une autre sexualité différente, ou alors la sexualité pardon, d'une femme ou d'un homme adulte qui ont 30 ans, qui sont peut-être beaucoup plus dans la phase de... Ils sont dans la phase de l'engagement, ils sont dans la phase de la maternité, de la parentalité. C'est pas du tout la même chose que la sexualité d'un homme ou d'une femme de 60 ans qui a déjà ménopausé, qui a déjà prouvé entre guillemets ce qu'elle avait approuvé et qui est plus dans la liberté d'expérimenter de nouvelles choses, de vivre. Voilà. Donc on a tous une sexualité qui va s'exprimer différemment à différents âges de la vie. D'accord, ok, super. C'est important de le connaître et de le respecter aussi. Oui, franchement, je trouve aussi, notamment un aspect que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est quand tu as parlé des enfants. C'est important en fait de ne pas supprimer ou réprimer du coup leur questionnement et plutôt de l'accompagner. Ça ne veut pas forcément dire que, entre guillemets, on va l'encourager, mais on va essayer de comprendre et de l'accompagner. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Surtout en fonction des valeurs et des cultures, ce n'est pas forcément évident, ou des choses qui font partie des coutumes ou d'une manière d'être, mais ça a son importance. Et je pense que les parents qui regarderont l'émission, ça va vraiment pouvoir les aider à peut-être souffler et décomplexer par rapport à ça, et se dire qu'il faudrait peut-être prendre les choses avec beaucoup plus de recul, et avoir moins le regard d'adulte sur ce que fait un enfant du coup. Exactement. Et justement par rapport à ça, ce que je souhaite ajouter, c'est que pour les parents, en fait, il est difficile de parler de sexualité ou alors d'être à l'aise avec la sexualité de leur enfant. Si déjà eux-mêmes ils ne sont pas à l'aise avec la leur, si déjà eux-mêmes ils ne connaissent pas leur corps, ils ne sont pas à l'aise avec leur corps, c'est normal qu'ils vont transmettre ce même regard sur l'enfant. Et l'enfant, il se construit totalement avec le regard de ses parents. Il est une éponge, il absorbe tout de ce que ses parents font. Si un enfant tout petit voit ses parents s'embrasser, voit des gestes tendres, des gestes affectueux entre son père et sa mère, il va grandir avec ça, il va se construire en tant qu'enfant, en tant qu'homme, en tant que femme avec ça. Tandis que s'il voit les choses différemment, s'il voit un homme qui tape tout le temps sur sa femme, ou des couples qui se querellent, il intègre ça comme schéma et c'est ce qu'il va trouver en guillemets normal. Ou alors il va reproduire les mêmes schémas inconsciemment. On n'est pas très innovant, hein. La vie, on reproduit très souvent les mêmes schémas qu'on a vus à un moment ou à un autre, ou alors on essaye de s'en éloigner totalement, mais dans tous les cas, on reproduit très souvent ce qu'on a vu quelque part. Donc chaque parent, soyez déjà très à l'aise avec votre sexualité. Et c'est sûr que vos enfants, ils ont beaucoup plus de chances d'être à l'aise avec la leur. Voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Prenez soin de votre sexualité, du coup, pour pouvoir faire le travail de transmission comme il se doit à vos enfants, c'est important. Ce n'est pas que pour vous, mais c'est souvent et aussi pour les générations qui viennent après. Ma prochaine question, c'est celle-ci, Linda. Dans la mise en place du coup de ton projet S'expliquer, tu nous as parlé d'à peu près comment est-ce que ça s'est fait. Quelles sont les qualités et les compétences que la mise en place de ce projet-là t'ont permis de développer? Il y en a tellement. Des compétences que je n'avais même pas imaginées. Parle-nous, Linda. Je pense que la première chose, c'est la détermination. D'accord. Quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur, je ne sais déjà pas comment ça fait pour arriver dans mon cœur, pour m'animer, pour dire j'ai envie de le faire. Je ne sais pas. Donc, quand quelque chose me revient mille et une fois, je tourne et je reviens à la même. Ça veut dire que vraiment il faut que je le fasse. Et dans le monde dans lequel on vit, pour moi, comme aussi pour d'autres personnes, c'est très difficile de pouvoir être attentif à cette voix-là qui te dit fais ça. Parce que
on pense qu'on attend des choses différentes de nous, ou alors on est conditionné selon une éducation, selon un cadre, selon une manière de faire. Et donc on a très souvent du mal à se détacher de ça et à faire vraiment ce qui nous anime, à écouter vraiment ce que j'appelle notre voix intérieure. Et donc avoir de la détermination, c'est déjà, premièrement, être capable d'écouter cette voix-là et de dire je la suis. Quelle que soit ce qui se passe autour, c'est ça que j'ai envie de faire. D'accord. Et voilà, il m'en a fallu et il m'en faut encore pour pouvoir continuer. Parce que voilà, c'est vrai que je dédie ma vie au plaisir des personnes, mais ce n'est pas toujours... Quelle belle destinée, quelle belle mission de vie. Voilà. Mais ce n'est pas toujours, voilà, ce n'est pas toujours évident. C'est comme tout projet, c'est comme toute entreprise avec des hauts et des bas. Et donc il faut pouvoir être déterminé. Et quand dans la détermination aussi, je mets le fait d'avoir une vision, de savoir, de voir où est-ce qu'on veut aller sans savoir absolument comment est-ce qu'on va y aller. De ne pas se poser trop la question du comment. Parce que quand on pose la question du comment, ça peut nous freiner, ça peut nous... Voilà, ça peut faire qu'on n'y va pas en fait. C'est juste de savoir, voilà où est-ce que j'ai envie d'aller et j'y vais. Voilà, et puis je commence à marcher et la solution se trouve en chemin. Super. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà une des qualités, détermination qui est liée à la vision. Une des qualités aussi, c'est bien sûr la persévérance. Rome ne sait pas faire en un jour, sinon Accra ne sait pas faire en un jour. Donc il faut persévérer, prendre le temps, et donc dans la persévérance, c'est intimement lié à la patience. D'accord. C'est que le temps fasse les choses. La grossesse, c'est 9 mois. Quand un enfant sort avant 9 mois, ce n'est pas bon, il est prématuré. Quand il sort après, là, c'est trop tard, 9 mois. Donc il y a un temps pour toute chose. D'accord. Il faut réussir à patienter. À la différence, quand on fait un projet, quand on s'engage, on se donne du temps. C'est pas à quel moment est-ce que ça va éclore. On peut se donner des prévisions par rapport à d'autres estimations. Dans tous les cas, il faut du temps. Et accepter de prendre ce temps-là. Je pense que c'est ce qui est le plus difficile pour moi, apprendre cette patience-là. Donc voilà une autre qualité que j'ai développée, que je continue à développer. Donc c'est très difficile, c'est très éprouvant. C'est aussi un chemin... Voilà, c'est aussi un chemin pour moi. Effectivement. Je l'accueille ici. D'autres qualités aussi qu'il a fallu développer pour en arriver là, c'est l'adaptabilité. Voilà. C'est comme je dis, on s'engage sur un chemin, on sait à peu près où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'est-ce qui nous anime, donc quelle est notre vision. On ne sait pas comment ça va se faire. Et être capable, au fur et à mesure de l'avancée, de voir comment le chemin est et s'adapter, avancer, prendre notre chemin, pas prendre notre chemin, prendre notre sentier, savoir demander de l'aide, savoir s'appuyer, savoir solliciter, savoir provoquer sa chance. Voilà, s'adapter. D'accord. Être flexible, rien n'est linéaire parce que rien n'est tracé, c'est quelque chose qu'on construit. Et en ce qui concerne la sexualité, c'est un sujet qui est tabou. Donc c'est pas comme si c'est ce dont on en parle à chaque coin de rue. Après, il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là. Maintenant, l'idée c'est de pouvoir trouver sa singularité, de pouvoir trouver sa voix, son message, le message qui me parle à moi et puis qui parle aussi aux personnes qui sont touchées par ce message-là. J'ai déjà dit 3 mots, c'est très bien. J'ai parlé de détermination, de persévérance, avec patience, d'adaptabilité. Oui, c'est très bien. Mais c'est bien que ton projet te permet de développer du coup ces qualités-là. Que du coup, non seulement tu les as déjà développées, donc tu vas pouvoir les garder. Quel que soit après, aujourd'hui, quelle que sera l'issue de ton projet-là, ces qualités-là, maintenant, elles sont en toi et elles sont pour toi. Donc... ça, c'est vraiment une très très belle chose. Dis-nous, Linda, quelle est ton actualité avec S'expliquer? C'est quoi ton actualité ou qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Alors, mon actualité avec S'expliquer, donc là, je suis vraiment à la phase de grande communication digitale parce que c'est totalement différent de créer une activité sur un lieu physique que de le créer en ligne, donc sur le digital. Donc j'apprends, ce sont de nouveaux codes que je ne maîtrise pas, que j'apprends. Donc parmi les qualités, c'est la capacité à apprendre rapidement. Ça vient aussi avec la capacité à s'adapter, à pouvoir faire beaucoup de choses. En même temps, donc là je prépare la création de ma chaîne YouTube. S'expliquer, où je vais vraiment
avoir à cœur à partager du bon contenu. Super, moi j'ai hâte. Voilà, avec les personnes. Et voilà, je pense que j'ai préparé aussi un livre. Waouh! Bon, on va dire ça encore au stade très embryonnaire. Hein. Je ne sais pas si le spermatozoïde a déjà remboursé, a déjà rencontré l'ovule, oui. Mais ça fait partie des choses que je prépare. Okay. Et puis une dernière chose aussi qui est en préparation, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est un espace d'accompagnement des femmes. Waouh! Bon, pour l'instant, j'en dis pas plus. Oui. Ok, super. C'est génial tout ce dont tu nous as parlé là. Moi, ce que je retiens, c'est que là, bientôt, tout de suite, d'ici quelques semaines, il va être possible de pouvoir bénéficier de ce que tu proposes, de pouvoir te découvrir, de pouvoir faire un travail sur sa sexualité à travers ton challenge. 5 clés pour vivre une sexualité épanouie. Ensuite, on attend les ateliers avec grand plaisir, n'est-ce pas? Voilà. Présentiel. Voilà. Donc ça va être génial. Voilà. Pour l'instant, j'ai toujours l'activité en ligne, j'ai des consultations dont les gens me consultent, me sollicitent. Et spécialement pour les personnes qui vont suivre ta vidéo YouTube, je vais laisser un lien pour réserver 15 minutes de consultation gratuite. Oh, génial! Super! 15 minutes de consultation gratuite avec uniquement pour les personnes qui suivent Idira. Super! Merci! Voilà. Merci beaucoup déjà, merci pour ça et merci pour eux parce que je pense qu'ils vont être très contents. Merci. Voilà. Maintenant Linda, dis-moi, d'après toi, cite-moi le nom de 3 femmes inspirantes qui devraient se retrouver là à ta place prochainement pour l'émission. 3 femmes inspirantes. La première à laquelle je pense, c'est Shenia Donia. Pourquoi? Déjà, qui est-ce et pourquoi? Alors, Shenia Donia, c'est une coach en image et business. Elle est influenceuse sur Instagram. Elle est mère de 4 enfants. Wow. Elle est en train d'écrire une vidéo qui s'appelle C'est maman qui commande. Et vraiment, ça fait partie des personnes qu'il faut rencontrer dans sa vie. D'accord. Vraiment, c'est une femme exceptionnelle, très inspirante par son parcours. Elle maîtrise l'art oratoire, c'est une coach extraordinaire. J'ai eu à travailler avec elle et vraiment je recommande ses services plus. Super. C'est pas tellement aussi qu'il faut dire que je recommande ses services. Et surtout, au-delà de tout ça, c'est vraiment une belle personne. Elle a, voilà, moi je trouve quelque chose de sain, quelque chose de bien, qui fait du bien. D'accord. Et comme dans ton travail, tu travailles vraiment pour les femmes, avec des femmes. Elle est vraiment une femme inspirante pour les femmes. Profile sa personnalité, ce qu'elle peut aussi apporter à ta communauté. Vraiment super. D'accord, je note. Ensuite, Alida Taku. Alida Taku. C'est ta soeur? C'est ma soeur. Ok. De constater. Bon, je vais la remettre un peu après. Je dis bon, je mets quand même Shenia, c'est ma soeur. D'accord. C'est la créatrice de la marque Taku. Se nourrir autrement, une femme extraordinaire, qui porte un projet qui est très beau, qui vient qui a été inspiré de l'allergie de ma nièce. En gros, aucun produit industriel elle ne peut consommer parce que ça contient du lait, ça contient des allergènes. Et donc les produits que Alida propose sont sans allergènes. Ça convient à cette population-là, mais aussi à toute personne qui veut se nourrir autrement, qui veut bien manger. Super. Ce sont des produits sains. Ok. Au-delà de la marque qu'elle porte, elle porte également une histoire qui est très belle. D'accord. Et Alida elle-même est une femme inspirante par son parcours, par ce qu'elle est capable de faire, par sa vie de femme, par sa vie de mère, par sa vie de sœur. Bon là, je me vends d'elle parce que c'est ma sœur. Bon. Donc vraiment, c'est une très belle personne que tu peux inviter, qui inspirera sûrement beaucoup de femmes. D'accord, entendu. Et puis la troisième personne que tu devrais inviter, Mavic Bright, c'est une coach, c'est une mindset coach lyonnaise qui est juste extraordinaire, qui a une joie de vivre incroyable. D'accord. Elle est maman de 4 enfants, dont 3 sont des panocitaires. Donc elle a une vraie histoire, elle raconte son quotidien, sa vie, elle réussit à inspirer d'autres femmes et à encourager d'autres femmes avec sa vie qui n'est pas toujours rose chaque jour, et à travers tout ça, elle réussit à trouver de la puissance, de la force déjà pour elle-même, mais aussi pour encourager d'autres femmes. Et je trouve ça très inspirant. Super, merci beaucoup, merci Linda. Je te remercie non seulement d'avoir accepté
de partager tout ceci avec nous. Merci pour ce moment-ci. Merci pour toutes ces personnalités inspirantes. Merci d'avoir partagé tout ton savoir parce que franchement, c'est précieux. Moi, j'ai réappris beaucoup de choses, donc ça me fait vraiment plaisir. Je sais que tout ce que tu as partagé va pouvoir avoir de l'impact dans la vie de tous ceux qui vont pouvoir regarder ceci. Donc j'ai prévu une petite surprise pour toi que je vais aller chercher tout de suite. Yes! Et maintenant, je vais laisser manger des cookies. Oh! Donc voilà Linda, je te laisse choisir un cadeau. Bon, allez, je prends du rose et je vais prendre celui-là. Ok. D'accord, super. Hop, je te laisse du coup le déballer. Est-ce qu'on peut changer après? Ou alors est-ce qu'on peut rajouter un autre? Comme le papier est tellement beau, j'ai pas envie de le déchirer bizarrement. D'accord. Donc je prends le temps de... Voilà, de détacher délicatement. Il y a encore un autre paquet à déballer. Magnifique! Yeah! On imagine qu'est-ce qui peut être à l'intérieur. Ça, c'est pour ceux qui sont plutôt sensuels. Sinon, vous aussi, on déchire dans tous les sens. Waouh! Oh my God! Waouh! Estime de soi, se rappeler qu'on est capable du meilleur pour soi-même. Yes! Il dira petit, merci. C'est gentil, j'aurais bien voulu t'embrasser, mais il y a le corona, donc on va rester les distances, on va garder les distances de sécurité. Mais le cœur y est. D'accord, super. Moi, je suis contente que ça te plaît et que le message corresponde bien à ce que tu as pu partager avec nous aussi. Du coup. Yes. Ouais. Super. Sur cette belle note, je te remercie encore une fois, Linda. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cet épisode-ci. C'est la fin de cet épisode. Je sais que les éléments partagés avec toi aujourd'hui, que Linda a pu partager avec toi aujourd'hui, vont pouvoir t'aider. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie, du coup, en regardant cette vidéo-ci. Prends toujours le temps, du coup, de travailler sur l'estime que tu as de toi-même. Comme je te l'ai dit, l'estime que tu as de toi a un impact dans tous les aspects de ta vie. Et aujourd'hui, on a pu voir la corrélation entre l'estime de soi et une sexualité épanouie. On est donc en début 2021, donc c'est peut-être un aspect sur lequel tu vas choisir de travailler cette année pour ton plus grand bien. Je te dis à une prochaine fois, du coup, pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Ciao. Ciao, ciao.